Je me souviens d'un soir, il y a si longtemps, Antoine avait ri. Ce n'était qu'un rire léger, presque indifférent, lorsqu'il m'avait dit que ma sensibilité n'était qu'une faiblesse, un fardeau sans importance dans son monde si ordonné. J'écoutais, en silence, oui, mais mon regard percevait bien plus que son visage parfait, ignorant la fissure qui se creusait lentement en moi. Il ne voyait alors que le reflet qu'il désirait, une extension de sa propre image impeccable, jamais la femme derrière le voile de son attente. Mon calme n'était pas de la docilité, non, c'était une observation attentive, une patience infinie face à cette danse illusoire que nous menions. Je savais, au fond de mon cœur, que la vérité, la vraie nature des choses, ne se manifesterait que lorsque tout, absolument tout ce que nous avions construit ensemble, aurait volé en éclats. Et ce jour-là, il est venu, non pas avec un fracas spectaculaire, mais dans l'écho lointain d'une sirène, perçant l'obscurité d'une nuit parisienne. C'est ainsi que mon histoire a réellement commencé, dans la douleur et l'abandon, mais aussi dans la révélation. Le hurlement strident de l'ambulance déchirait la nuit parisienne, transperçant l'épais manteau de l'obscurité et le brouillard de ma douleur. Je m'appelais Claire Dubois, j'avais 40 ans, et mon monde, déjà fragmenté par un divorce récent, était en train de s'effondrer sous le poids de contractions violentes et prématurées. Mes doigts, moites de sueur et de peur, agrippaient mon ventre gonflé où deux petites vies luttaient pour exister un mois trop tôt. « Tenez bon, Claire » avait crié l'aide-soignante, sa voix à peine audible au-dessus de la sirène. Nous y sommes presque. Mais ces mots ne parvenaient pas vraiment à mon esprit embrouillé. La douleur me submergeait par vagues si féroces, j'avais l'impression que mon corps allait être déchiqueté. La vision se brouillait, mon pouls s'emballait. Quelque part entre les éclairs bleus des gyrophares et l'étreinte suffocante dans mon abdomen, un nom s'échappa de mes lèvres, comme un dernier souffle. Antoine, mon ex-mari, l'homme qui aurait dû être à mes côtés, l'homme à qui j'avais tenté de laisser un message, un appel désespéré resté sans réponse, noyé dans un silence glacial. C'était une solitude écrasante, une sensation d'abandon total, même au milieu de l'urgence frénétique. J'avais essayé de joindre Antoine, encore et encore, mon téléphone vibrant de faiblesse dans ma main tremblante, mais il n'y avait eu qu'un silence assourdissant, un refus implicite d'être dérangé par cette vieille histoire. Peu importait que ce fût nos enfants, du moins, l'un d'entre eux. Ce soir-là, il devait être quelque part en ville, riant, un verre à la main, indifférent à mon calvaire. Je n'avais plus d'illusions, mais cette indifférence, cette froideur absolue, me transperçait plus profondément que n'importe quelle contraction. Dans l'ambulance, le moniteur bipait frénétiquement. « On perd le deuxième rythme cardiaque », cria le médecin. Mon corps trembla, des larmes de peur et de chagrin coulant sur mon visage. Je m'accrochais à l'idée de mes bébés, la seule raison qui me maintenait en vie. L'ambulance s'arrêta brusquement devant les urgences de l'hôpital Sainte-Marie, et une figure familière apparut, le visage pâle et les cheveux en désordre. C'était Sophie Bernard, l'infirmière et mon amie, qui avait réussi à se frayer un chemin. Elle me tenait la main, ses yeux remplis d'une inquiétude que les mots ne pouvaient exprimer. Les médecins s'affairaient, criant des ordres, parlant de prééclampsie sévère, de césarienne d'urgence. Ma conscience vacillait, des fragments de la réalité se brisant et se reformant dans le chaos lumineux de la salle d'opération. La dernière chose que j'ai perçue, avant que tout ne s'estompe, fut le visage de Sophie, penché sur moi, une larme glissant sur sa joue. Puis le vide, un vide sans fin, engloutissant tout. Plus tard, bien plus tard, quand le silence fut revenu, une voix grave, celle du docteur Dubois, résonna, lourde de signification. Nous avons perdu la mère. L'un des jumeaux n'a pas survécu, mais l'autre est là, mais la paternité est un mystère. Un secret, brisé, flottait désormais dans l'air, plus lourd que le silence qui suivit. Si vous m'aviez vu à cette époque, vous auriez vu une femme bien différente de celle que je suis devenue. Je me souviens de Claire Dubois, la jeune femme de 25 ans que j'étais, le cœur plein de rêves, une romantique incurable, persuadée que le grand amour existait, quelque part, attendant son heure. C'était lors d'une soirée de bienfaisance pour des enfants défavorisés, un événement mondain auquel je participais en tant que bénévole, loin de mes modestes préoccupations quotidiennes d'enseignante.
La salle était scintillante, les voix murmuraient, mais tout s'est tu pour moi lorsque j'ai vu Antoine Garnier monter sur l'estrade. Il était grand, magnétique, une étoile montante de la scène parisienne des affaires, son discours sur la réussite et l'intégrité captivant l'assemblée. J'étais hypnotisé, comme beaucoup d'autres, par son charisme, sa confiance inébranlable. Il m'a abordé après son intervention, ce sourire confiant aux lèvres, cet éclat dans le regard qui vous donnait l'impression d'être la seule personne qui comptait. Vous êtes la seule à ne pas avoir eu l'air de vous ennuyer, avait-il plaisanté, et j'avais ri, un rire léger, insouciant. Je ne savais pas alors que je venais de rencontrer l'homme qui allait changer ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Notre histoire d'amour fut comme un tourbillon, rapide, enivrant. En 6 mois à peine, nos vies se sont entrelacées de manière indissoluble. Il y avait des fleurs chaque vendredi, des promenades tardives le long de la Seine juste pour admirer les lumières de la ville, des dîners où il portait des toasts à notre pour toujours. Je conservais chaque petit mot qu'il laissait sur mon oreiller, de ces mots tendres qui me disaient que j'étais son havre de paix, sa muse. Il m'a demandé en mariage sous les lumières scintillantes du jardin du Luxembourg, un soir de printemps où l'air était doux et les rires des enfants lointains. C'était un tableau parfait, digne d'un film. J'ai dit oui, à travers des larmes de bonheur absolu, convaincu qu'il était mon miracle après des années de solitude. Il m'avait promis le monde, murmuré des projets de famille, une maison remplie de rires et de petits pas dans les couloirs. Je le regardais, lui l'homme d'affaires brillant, l'âme passionnée, et je me voyais, simple institutrice, à ses côtés, comme le pilier silencieux de sa grandeur. J'étais la femme la plus chanceuse de Paris, ou du moins, c'est ce que je croyais alors, perdu dans l'éclat de cette promesse éternelle. Le mariage, hélas, n'a pas été le conte de fées que j'avais imaginé. Lentement, imperceptiblement, Antoine a commencé à changer, comme une fleur dont les pétales se fanent un à un. Les mots doux sont devenus plus tranchants, son temps au travail s'est étiré, et son obsession pour les apparences, l'image d'un PDG à succès avec une belle épouse, a grandi comme une maladie insidieuse. Je suis devenu davantage un accessoire qu'une partenaire, une figurine dans le décor de sa vie parfaite. Il me corrigeait lors des dîners mondains, se moquait de mon modeste métier d'enseignante, insistait pour que je m'habille avec plus de sophistication, pour représenter l'image qu'il avait de moi, de nous. Je le sentais s'éloigner, son regard parfois absent, perdu dans un horizon que je ne pouvais pas atteindre. La solitude, auparavant un lointain souvenir, s'installait à nouveau, lourde et insistante. Puis, il y eut d'autres signes, plus subtils au début, mais qui ont planté en moi une graine de doute, une suspicion qui grandissait chaque jour. Des réunions qui s'éternisaient sans explication, des messages tard le soir qui le rendaient nerveux, et cette odeur de parfum, une fragrance qui n'était pas la mienne, qui s'accrochait parfois à ses costumes. Une seule fois, j'ai osé le confronter, la voix à peine audible, mes mains tremblantes. « Antoine, voyez-vous quelqu'un d'autre » lui avais-je demandé. Il n'avait même pas levé les yeux de son ordinateur portable, un silence pesant planant dans la pièce avant qu'il ne réponde d'un ton sec, presque dédaigneux. « Claire, vous êtes hormonale, ne vous ridiculisez pas, concentrez-vous sur ce qui est important. » Ces mots m'avaient frappé plus fort qu'une gifle. Ce fut cette nuit-là que je me suis retrouvé assise sur le carrelage froid de la salle de bain, pleurant silencieusement, mes larmes se perdant dans le filet d'eau de la douche, pour que personne ne m'entende, pour que le silence ne soit pas brisé par ma faiblesse. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais seul, terriblement seul, dans cette prison dorée qu'était notre appartement luxueux. Le masque avait fini par se fissurer, révélant la froideur et l'indifférence qui se cachaient derrière les sourires de façade. L'illusion d'un mariage parfait, d'un amour inconditionnel, s'était émiettée, me laissant face à un vide que je ne savais pas comment combler. Dans les semaines et les mois qui suivirent, le vide s'est creusé. Antoine était de plus en plus absent, physiquement et émotionnellement. Je m'accrochais à l'espoir, à l'idée que les choses finiraient par s'améliorer, mais chaque jour apportait une nouvelle déception, une nouvelle preuve de son indifférence. C'est dans cette solitude insoutenable que j'ai trouvé un réconfort inattendu auprès de Marc Lefebvre. Marc était l'associé d'Antoine, son meilleur ami depuis l'université, mais il était tout l'opposé de lui, calme, intègre, avec une bienveillance tranquille qui apaisait l'âme.
Il avait toujours été là, au moment clé de notre vie de couple, nos fiançailles, notre mariage, la fête de notre bébé. Mais derrière son sourire poli, ses yeux portaient une compréhension, une inquiétude qu'il n'exprimait jamais à voix haute. Il était, je le sais aujourd'hui, secrètement amoureux de moi, mais sa loyauté l'avait toujours retenu. Il voyait les cicatrices que les mots d'Antoine laissaient sur mon esprit, cette façon dont mon sourire s'estompait un peu plus chaque fois qu'il m'ignorait. Par un soir de pluie battante, après qu'Antoine n'était pas rentré pour la 3e nuit consécutive, sans un mot, sans un appel, Marc est apparu à ma porte. Il tenait un plat de soupe réconfortante et m'offrait une présence silencieuse, une chaleur humaine dont j'avais désespérément besoin. J'avais essayé d'être forte, de garder mon calme, mais la digue a cédé. Les larmes ont coulé librement, et j'ai avoué à quel point je me sentais mal aimé, à quel point j'étais piégé. Marc ne m'a pas touché tout de suite. Il a juste écouté, son regard empreint d'une compassion infinie. Et puis, quand je me suis penché vers lui, tremblante, cherchant un peu de chaleur, c'était comme 2 âmes brisées s'accrochant à la dernière étincelle. Ce fut une erreur, oui. Une seule nuit de faiblesse, une parenthèse dans le chaos, que ni l'un ni l'autre n'avons jamais oublié, et que nous avons tous deux regretté amèrement. Le regret s'est installé en moi, lourd, silencieux, comme une pierre au fond de l'estomac. Le secret, cette nuit de faiblesse, devait rester enfoui, pour protéger tout le monde, pour me protéger. Je ne savais pas alors que ce secret, cette nuit-là, allait un jour éclater au grand jour, sous les lumières crues d'un hôpital, changeant à jamais le cours de nos vies. Le poids de cette nuit de faiblesse, couplé à l'indifférence grandissante d'Antoine, est devenu insupportable. J'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre dans ce théâtre de l'illusion. Ma dignité, bien que malmenée, exigeait une fin à cette mascarade. Un matin, le cœur lourd mais l'esprit clair, j'ai pris la décision de demander le divorce. Antoine, étonnamment, a accepté rapidement. Non pas par remords, mais par souci de son image, de sa réputation impeccable. Il m'a offert un règlement généreux, plusieurs millions d'euros, une somme qui aurait pu assurer mon avenir, à une seule condition, que je garde le silence sur les vraies raisons de notre séparation. J'ai accepté, non par avidité, mais par épuisement, et par un désir profond de tourner la page sans plus de scandale. Ce n'était pas une vengeance, juste une fuite silencieuse. Quelques semaines après la finalisation du divorce, alors que j'essayais de reconstruire ma vie, de retrouver un semblant de paix dans un petit appartement en dehors des quartiers cossus de Paris, une nouvelle inattendue est venue bouleverser mon fragile équilibre. J'ai découvert que j'étais enceinte. Et pas d'un seul enfant, mais de jumeaux. Le choc fut immense, mêlant une joie inespérée à une angoisse vertigineuse. Qui était le père? Le doute, lancinant, s'est installé en moi. La possibilité que ce ne soit pas Antoine était une vérité terrifiante, que je repoussais de toutes mes forces. Mais comment pouvais-je être sûr? J'ai pris mon courage à 2 mains et annoncé ma grossesse à Antoine. Une part de moi espérait encore un changement en lui, un éclair d'humanité paternelle. Sa réaction fut glaciale, calculatrice, dénuée de toute émotion. Il ne voyait dans cette grossesse qu'un risque pour son image, une complication. Il a exigé un test de paternité après la naissance, une formalité selon lui. Pas un mot de félicitation, pas un geste de tendresse. Ce fut le coup de grâce. Les mois qui ont suivi furent un calvaire de solitude et de stress intense. Mon corps, déjà épuisé par la douleur émotionnelle, s'est affaibli. Je mangeais peu, dormais mal, et les moindres efforts me coûtaient. La tension constante, la peur du jugement, l'incertitude écrasante, tout cela a eu raison de moi. Mon corps a lâché, me forçant à affronter le terme de ma grossesse prématurément. C'est ainsi que je me suis retrouvé, seul, dans cette ambulance, face à un destin que je n'avais pas choisi, mais qui m'attendait, inéluctable. Le temps, après ma disparition, s'était distendu, mais les événements, je le savais, s'étaient précipités à l'hôpital Sainte-Marie. Sophie Bernard, ma fidèle amie, avait dû annoncer à Marc la terrible nouvelle de ma mort, une annonce qui, j'en suis sûr, lui avait déchiré le cœur,
bien avant qu'il n'apprenne la perte de notre petit garçon, le jumeau qui n'avait pas survécu. Un vide béant avait dû s'ouvrir en lui, une douleur immense qu'il ne pouvait contenir, car il m'avait aimé d'un amour silencieux, d'une tendresse que je n'avais pas toujours su apprécier à sa juste valeur. Le chagrin l'avait envahi, je le savais, et il avait dû errer dans les couloirs froids de l'hôpital, cherchant un sens à cette tragédie inattendue, se demandant ce qu'il adviendrait de la petite vie qui restait. C'est alors que le docteur Dubois, l'air grave, avait dû venir, son visage empreint d'une solennité que je pouvais presque sentir, pour révéler la vérité, une vérité qu'aucun de nous n'avait jamais osé envisager entièrement, un secret qui avait attendu ma mort pour éclater au grand jour. Il avait prononcé des mots scientifiques, superfécondation hétéropaternelle, des mots lourds de sens, signifiant que nos jumeaux, ceux qui avaient grandi en moi, n'avaient pas le même père. Ma petite fille, celle qui avait survécu, notre enfant fragile, était la sienne, celle de Marc. C'est à ce moment précis qu'Antoine Garnier avait fait son apparition à l'hôpital, son costume impeccable cachant mal sa vraie nature, son visage initialement empreint d'une douleur feinte, d'une préoccupation calculée pour l'image. Il avait dû jouer la carte du mari éploré, de l'homme puissant confronté à la tragédie, une mise en scène parfaitement orchestrée pour les quelques regards indiscrets. Mais la vérité est une lumière crue qui ne pardonne pas les ombres. Lorsque le docteur Dubois lui avait révélé les résultats des tests ADN, une rage primaire avait dû s'emparer de lui, une fureur incontrôlable. Il avait hurlé, ses accusations s'abattant comme des coups, me peignant, moi, la morte, comme une traîtresse, une menteuse, une femme volage, et Marc comme un opportuniste, un briseur de foyer, un homme sans scrupules qui avait profité de ma faiblesse. Marc, mon doux Marc, avait dû rester là, le visage pâle, les yeux rougis par les larmes, mais sa posture empreinte d'une détermination farouche, un roc inébranlable face à la tempête d'Antoine. Il avait confirmé être le père de notre fille, sa voix brisée par la douleur, mais sa promesse de la protéger, de défendre ma mémoire, résonnant avec une force inébranlable, un serment qu'il tiendrait. Le choc le plus terrible pour Antoine était encore à venir. Le docteur Dubois, avec une gravité infinie, avait dû lui expliquer que son petit garçon, celui qui n'avait pas survécu à la naissance, celui qui aurait pu perpétuer son nom, était bien le sien, le fruit de son propre sang. C'était l'ultime torsion du destin, une cruelle ironie qui venait frapper l'homme dans sa plus grande vanité. Antoine, l'homme obsédé par son image, par sa descendance, par l'héritage qu'il laisserait, avait perdu son fils, et la fille qui lui restait n'était pas de lui, pas de sa lignée directe. Il avait dû s'effondrer, non pas de chagrin pour les vies perdues, pas d'un deuil sincère, mais d'horreur pour son image brisée, pour son monde parfait qui se fissurait, pour le scandale qui allait entacher son nom à jamais. La confusion s'était mêlée à la fureur, à la peur de l'anéantissement social, la honte publique qu'il ne pouvait tolérer. Cette scène, je l'apercevais, une déchirure brutale dans le voile du mensonge, laissant apparaître la vérité, amère et implacable, pour tous ceux qui avaient osé la voir, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires et les cœurs. Le scandale, une fois la vérité révélée, avait transformé l'hôpital Sainte-Marie en une arène médiatique, et Antoine Garnier, acculé par la révélation de sa paternité partielle et de son indifférence, avait réagi avec la violence calculée d'un homme qui perd le contrôle. Il avait lancé une campagne de diffamation sans précédent, utilisant son influence dans les médias pour dépeindre Claire, moi, la disparue, comme une femme aux mœurs légères, une traîtresse qui avait trompé son mari, et Marc comme un opportuniste sans scrupules, un briseur de foyer, profitant de la situation pour s'emparer de son héritage. Il cherchait à récupérer notre fille, la sienne et la mienne, non par amour, mais pour préserver une façade, pour exercer un pouvoir qu'il sentait lui échapper, pour masquer la vérité dérangeante qui menaçait de ruiner son image impeccablement construite. Ses avocats avaient été mobilisés, leurs menaces résonnant dans les couloirs de la justice, tentant d'étouffer la moindre étincelle de vérité. Mais Marc, cet homme d'une force tranquille que j'avais appris à connaître et à apprécier, n'avait pas vacillé. Sa douleur était immense, je le savais, un chagrin profond pour ma perte et pour celle de notre enfant, mais elle avait été transmutée en une détermination inébranlable. Il n'allait pas reculer, pas cette fois. C'était pour notre fille, pour ma dignité bafouée, qu'il allait se battre,
sans relâche. Il avait trouvé un soutien précieux auprès de Sophie Bernard, l'infirmière au cœur d'or, qui avait été témoin de mes derniers instants, de ma solitude, de ma souffrance. Sa loyauté envers moi était inébranlable. Ensemble, ils s'étaient tournés vers l'inspecteur Fournier, cet homme de loi au regard perspicace, qui avait déjà commencé à s'intéresser aux détails troublants entourant ma mort et aux incohérences dans l'attitude d'Antoine, des signaux que son expérience de flic ne pouvait ignorer. L'enquête, discrète au début, prenait une tournure plus sérieuse. C'est alors que Marc avait fait une découverte capitale, un petit objet anodin mais lourd de conséquences, une clé USB. Je l'avais trouvée, cette clé, avant de mourir, perdue au fond d'un tiroir du bureau d'Antoine, rempli de fichiers dont je n'avais osé explorer le contenu. Je n'avais jamais eu le temps, ni peut-être le courage, de l'utiliser. Marc, en l'examinant, avait compris que cette petite clé contenait la preuve irréfutable des activités illicites d'Antoine, des opérations de blanchiment d'argent, des fraudes complexes, des détournements de fonds se chiffrant à plusieurs millions d'euros, des machinations qui soutenaient l'Empire Garnier. Il avait réalisé que c'était là notre dernière chance, notre seule arme pour défaire Antoine, pour protéger notre fille, pour rétablir ma vérité. Mettre cette clé au grand jour signifiait s'exposer lui-même, révéler une partie de son propre passé, des compromissions qu'il avait dû faire en travaillant pour Antoine, se jeter dans la gueule du loup. Mais la justice, le futur de notre fille, et le respect de ma mémoire, valaient ce sacrifice, quel qu'en soit le prix. Il avait pris cette décision irréversible, le cœur lourd de douleur, mais l'esprit clair et déterminé. Si vous m'écoutez encore, chers amis, je vous serai reconnaissante de bien vouloir laisser une minute en commentaire ci-dessous. C'est pour moi le signe que vous êtes à mes côtés dans ce voyage, que votre présence est un soutien inestimable qui me donne la force de vous confier la suite, le dénouement de cette histoire. Marc, avec cette détermination tranquille qui le caractérisait, ne perdit pas un instant. La clé USB qu'il détenait entre ses mains était plus qu'un simple support de données, c'était le fil d'Ariane capable de démêler la toile d'araignée tissée par Antoine, une toile faite de secrets et de mensonges. Il savait qu'il ne pouvait agir seul, qu'il lui fallait un allié dont la voix porterait au-delà des murs épais des banques et des bureaux feutrés du groupe Garnier. C'est pourquoi il avait contacté Léa Martin, cette journaliste d'investigation réputée, dont les articles dans le quotidien de Paris avaient déjà fait trembler bien des puissants. Leur rencontre avait eu lieu dans un coin discret, à l'abri des regards, d'un bistrot du boulevard Saint-Germain, un lieu simple et authentique, loin des fastes où Antoine aimait parader. Marc, le cœur lourd du récit de ma vie et de ma fin tragique, lui avait confié la clé USB, puis, avec une sincérité poignante, il avait raconté tout, depuis le début, ma rencontre avec Antoine, mon mariage, les fissures, ma solitude, cette nuit de faiblesse, l'annonce de ma grossesse, mon divorce, ma mort solitaire, et enfin, la double paternité révélée par le docteur Dubois. Il n'avait rien omis, pas un détail, pas une larme, pas une trahison, la voix empreinte d'une gravité qui disait toute l'ampleur de sa souffrance et de sa résolution. Léa Martin avait écouté, son visage grave, ses yeux reflétant une compréhension profonde, saisissant l'immense portée de cette histoire qui dépassait le simple drame familial. Elle savait que cette clé contenait les éléments pour faire tomber un homme, un empire, et elle était prête à apporter cette vérité au monde. Le quotidien de Paris n'avait pas tardé à réagir. Une série d'articles chocs, rédigés avec une précision chirurgicale, avait commencé à déferler, révélant au grand jour les rouages complexes du groupe Garnier d'Antoine. Marc avait fourni des preuves irréfutables, des opérations de blanchiment d'argent impliquant des sommes colossales, des dizaines de millions d'euros qui transitaient par des comptes offshore dissimulés, des fraudes fiscales minutieusement orchestrées, et des pots de vin qui corrompaient les hautes sphères du pouvoir économique. Ces révélations, d'abord des murmures dans les couloirs feutrés de la finance, avaient vite pris la forme d'un séisme qui ébranlait les fondations mêmes de l'Empire Garnier. La vérité, cette vérité que j'avais pressentie mais jamais osé affronter pleinement, éclatait désormais au grand jour, non pas comme un chuchotement timide, mais comme un tonnerre assourdissant qui résonnait dans tout Paris. Les murs de son château de cartes, patiemment érigés sur des fondations de mensonges, commençaient à s'effriter sous le poids de la lumière. Antoine, pris au dépourvu,
avait réagi avec la fureur d'un homme qui voit son monde s'effondrer. Sa première réaction fut de boucher les brèches, de contrôler le narratif. Il avait menacé Léa Martin, tentant de la discréditer, de l'intimider par des injonctions et des pressions de toutes sortes. Ses avocats, une armée de juristes au service de sa puissance, avaient inondé les rédactions de lettres de menaces, tentant d'étouffer l'affaire par des manœuvres dilatoires et des procès en diffamation. Il avait même tenté de manipuler les membres du conseil d'administration, y compris Philippe Bertrand, pour orchestrer l'expulsion de Marc, le présentant comme un traître, un comploteur jaloux cherchant à s'emparer de son entreprise. Antoine s'accrochait désespérément à l'illusion de son pouvoir, incapable d'admettre que la source de sa chute n'était pas un complot externe, mais les failles intrinsèques de sa propre construction. Mais cette fois, le vernis s'écaillait à trop grande vitesse. Les investisseurs, ces loups aux dents longues qui ne pardonnent pas la faiblesse, paniqués par l'ampleur du scandale et la perspective d'une enquête approfondie, avaient commencé à retirer massivement leurs fonds. Les actions du groupe Garnier avaient chuté de manière vertigineuse à la bourse de Paris, entraînant l'entreprise dans une crise financière sans précédent, une spirale infernale qu'Antoine ne pouvait plus contrôler. L'inspecteur Fournier, agissant avec cette discrétion et cette efficacité remarquables qui font la réputation des meilleurs enquêteurs, avait intensifié son enquête. Ce qui avait commencé comme une affaire de mœurs, de paternité controversée, de mort suspecte, s'était transformé en une vaste investigation sur la criminalité financière, d'une ampleur nationale. Les convocations avaient commencé à pleuvoir, touchant les membres du conseil d'administration, les cadres dirigeants du groupe Garnier, et tous ceux qui avaient, de près ou de loin, été impliqués dans les machinations d'Antoine. Des hommes puissants, habitués aux privilèges, se retrouvaient soudainement face à la justice, leur visage pâle reflétant la peur et l'incertitude. L'inspecteur Fournier travaillait avec une détermination silencieuse, tissant les liens, dénouant les nœuds d'une corruption profonde. Antoine, l'homme qui pensait tout contrôler, se retrouvait subitement au centre d'une tempête qu'il ne pouvait plus diriger, un simple pion dans un jeu qu'il avait lui-même initié. Je pouvais sentir son désarroi, sa fureur impuissante, face à cette machine de vérité qu'il avait si longtemps méprisée, mais qui maintenant l'écrasait sous son poids. C'était le prix à payer pour une vie construite sur le sable mouvant de l'illusion, un prix que même toute sa fortune ne pouvait plus acheter. La justice, lente mais implacable, commençait à réclamer son du poing Antoine, isolé, acculé de toutes parts par la vérité et le désengagement de son propre monde, avait cherché Marc. Ce n'était pas pour s'excuser, bien sûr, je le savais. Ce n'était pas son genre. C'était pour une ultime confrontation, une dernière tentative désespérée de réécrire l'histoire à sa manière, de se présenter comme la victime, le héros déchu. Je pouvais presque le voir, ce regard froid et calculateur qui ne cherchait qu'à projeter sa propre détresse sur autrui. Leur rencontre avait eu lieu dans un coin reculé de Paris, peut-être un petit parc oublié ou une ruelle pavée loin des regards curieux, mais je savais que l'inspecteur Fournier, avec sa discrétion coutumière, veillait, sa présence invisible mais rassurante planant au-dessus d'eux. Ce n'avait pas été une bataille physique bruyante, non, Antoine était trop soucieux des apparences pour cela. Ce fut une lutte psychologique âpre, un duel de mots lourds de ressentiment et de déception, où chaque phrase était une arme. Antoine, dans son désespoir, avait déversé sa rage, l'accusant, Marc, et moi, la disparue, d'avoir détruit sa vie, son empire patiemment construit, sa réputation désormais en lambeaux. Il répétait, je l'entends encore, que nous étions responsables de tout, qu'il était la victime de notre machination, de notre trahison. Il avait tenté de manipuler Marc, utilisant des souvenirs de leur passé commun, ces années où ils avaient bâti le groupe Garnier, brique par brique. Antoine lui avait rappelé les erreurs, les compromissions que Marc avait été contraint de faire en travaillant à ses côtés, des moments où il avait dû fermer les yeux sur certaines pratiques, des failles qu'Antoine avait toujours utilisées pour le tenir en laisse, pour le contrôler. « Mais tu n'es pas plus pur que moi, Marc », avait-il sûrement craché, ces mots chargés d'amertume et de mépris. « Mais tu as participé, tu as bénéficié de mon succès. Ne me donne pas de leçons. » Il cherchait à semer le doute, à briser la résolution de Marc, à le faire douter de la légitimité de ses propres actions. Mais Marc, cet homme d'une intégrité profonde,
bien que blessé par les années passées à l'ombre d'Antoine, avait tenu bon. Sa voix, douce mais ferme, avait affirmé qu'il n'agissait pas par vengeance, pas pour sa propre gloire, mais pour notre fille, pour la mémoire de la femme que j'étais, pour la vérité qu'Antoine avait si longtemps cherché à étouffer. Il avait refusé de reculer, de laisser Antoine dicter une fois de plus la narration, de le manipuler avec les ombres du passé. À cet instant, Antoine avait dû comprendre. Comprendre que tout était fini, que son pouvoir n'avait plus aucune prise. Les mots, la manipulation, les menaces, rien ne fonctionnait plus. Le sol sous ses pieds s'était dérobé, laissant apparaître un abîme. Il était vaincu, non par la force brute, mais par la vérité qu'il avait si longtemps cherché à étouffer, par la persévérance silencieuse de ceux qui l'avaient méprisé. Il n'y avait pas eu de scène dramatique, pas de coup de feu théâtral comme dans les romans, pas de suicide grandiloquent. Non, Antoine, l'homme de l'image, n'avait pas pu supporter d'être vu dans sa défaite, de s'exposer dans son échec le plus retentissant. Il avait simplement tourné les talons, son costume sombre se fondant dans l'obscurité grandissante, comme une ombre qui se dissout. Il avait disparu. Non pas mort, je le savais, mais fugitif, en fuite, effacé du monde qu'il avait tant chéri et si malmené, un spectre hanté par ses propres démons. Sa disparition avait laissé un vide, une sorte de point final inachevé à une existence consumée par l'orgueil et le besoin de contrôle. C'était une fin étrange, mais logique, pour un homme obsédé par l'image qui avait finalement tout perdu, même sa propre présence dans le monde qu'il avait tant dominé. L'inspecteur Fournier, après avoir observé la scène avec son calme habituel, avait confirmé sa fuite. Une chasse à l'homme discrète avait commencé, un jeu d'ombre pour retrouver l'ancien PDG devenu fugitif. Mais au fond de moi, je savais que la véritable traque n'était pas physique. Elle était intérieure, une course-poursuite avec sa propre conscience, un combat qu'Antoine ne pourrait jamais gagner. Sa disparition avait laissé derrière elle une sorte de sérénité fragile, un silence après la tempête, un espace pour la vie, pour l'espoir, pour la vérité que nous avions si ardemment cherché. Point le temps, ce grand sculpteur, avait modelé les contours de notre existence, estompant les arêtes vives de la douleur, mais laissant intacte l'essence de nos leçons. Des années avaient passé depuis la disparition d'Antoine, depuis l'éclat de cette vérité crue qui avait secoué Paris. Marc et notre fille, notre belle petite fille, avaient construit une vie, une existence simple, emplie d'amour et de paix, loin des fastes trompeurs du passé, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Elle avait grandi, notre enfant, dans la tendresse et la vérité, sous le regard bienveillant d'un père qui avait tout sacrifié pour elle. Son enfance n'avait pas été marquée par le luxe ostentatoire ou les ombres du secret, mais par la chaleur d'un foyer où l'amour était la seule monnaie d'échange, un contraste saisissant avec la froideur des palais où Antoine aimait évoluer. Leur appartement, modeste mais accueillant, était un havre de paix, un refuge où les rires résonnaient librement, où chaque instant était teinté de sincérité, une vie que je n'avais pas su, ou pas pu, lui offrir de mon vivant. Je pouvais sentir cette paix, cette plénitude qui émanait d'eux, une douce mélodie pour mon âme enfin libérée. Marc, fidèle à sa nature, se rendait souvent sur ma tombe, dans un petit cimetière paisible à la périphérie de Paris. Les allées bordées d'arbres centenaires offraient un refuge contre le tumulte du monde, un lieu où le temps semblait suspendu. Il s'asseyait sur le banc de pierre, le regard perdu dans le feuillage, et me racontait la vie de notre fille, ses petites victoires, ses premiers mots, ses dessins colorés, ses questions naïves sur un monde qu'elle découvrait chaque jour. Il me parlait de ses rêves d'enfant, de ses éclats de rire qui illuminaient sa journée. Il me confiait aussi ses propres pensées, ses doutes d'homme, ses espoirs, comme s'il me gardait vivante à travers ses récits. C'était sa manière à lui de maintenir notre lien, de partager cette vie que nous aurions dû construire ensemble. Je pouvais sentir sa présence, sa force tranquille, et la sérénité que leur bonheur avait finalement apporté. Marc, en ces instants de recueillement, méditait sur le passé, sur Antoine, sur les rouages complexes qui nous avaient menés là. Il avait compris, mieux que quiconque, que la chute d'Antoine n'avait pas été due à un manque de fortune, ces millions d'euros reposaient encore dans des recoins obscurs du monde, ni par un déficit d'influence, car son réseau s'étendait tel un voile invisible sur bien des carrières. Sa véritable défaite,
messieurs et dames, fut d'une toute autre nature. Elle résidait dans son incapacité funeste à voir au-delà des façades, à apprécier la dignité silencieuse d'une âme, à reconnaître la valeur intrinsèque d'un être. Il avait jugé les êtres à l'aune de leur apparence, de leur prestige social, de leur docilité, et c'est cette arrogance, ce mépris insidieux envers celle qui fut son épouse, Claire, qui a préfiguré sa propre ruine. Et pourtant, la racine de cette trahison ne prenait pas sa source dans une quelconque faiblesse de ma part, dans un manque de beauté ou d'intelligence. Elle plongeait dans les profondeurs de son propre mal-être, dans l'écho fragile de son ego. Antoine avait un besoin insatiable d'être adulé, d'exercer un contrôle absolu sur son environnement, et toute autonomie lui était intolérable. Face à une femme comme Claire, qui, même dans son silence et sa discrétion, possédait une force intérieure, une volonté propre qu'il ne pouvait ni maîtriser ni asservir, il s'est senti menacé. C'était l'insécurité d'un homme qui, ayant besoin d'être nécessaire, s'effondre devant la puissance tranquille de l'autonomie féminine. Il cherchait à posséder, à dicter, à façonner mon existence à sa guise, et lorsque je m'y suis soustraite, il a vu cela comme une trahison intolérable. Il a trahi, non pas par force, mais par faiblesse, par cette peur panique de ne pas être le centre absolu de l'univers, de perdre cette emprise illusoire qu'il croyait détenir. Ma victoire, celle qui me fut offerte au-delà du tumulte, ne fut jamais une question de vengeance éclatante ou d'humiliation publique. Elle résida dans la préservation intacte de ma dignité. Ce départ, silencieux, sans une explication supplémentaire ni un reproche acerbe, fut l'affirmation la plus pure de mes propres valeurs. Comprendre la vérité, l'accepter, et se détacher des ombres sans s'y consumer, voilà le véritable affranchissement. Car la grandeur n'est pas de dominer, mais de se libérer. La vie n'est-elle pas un chemin où l'on trouve la plus belle liberté en étant simplement soi ? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, j'apprécie toujours de lire vos réflexions. Le temps, ce grand sculpteur, avait modelé les contours de notre existence, estompant les arêtes vives de la douleur, mais laissant intacte l'essence de nos leçons. Des années avaient passé depuis la disparition d'Antoine, depuis l'éclat de cette vérité crue qui avait secoué Paris. Marc et notre fille, notre belle petite fille, avaient construit une vie, une existence simple, emplie d'amour et de paix, loin des fastes trompeurs du passé, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Elle avait grandi, notre enfant, dans la tendresse et la vérité, sous le regard bienveillant d'un père qui avait tout sacrifié pour elle. Son enfance n'avait pas été marquée par le luxe ostentatoire ou les ombres du secret, mais par la chaleur d'un foyer où l'amour était la seule monnaie d'échange, un contraste saisissant avec la froideur des palais où Antoine aimait évoluer. Leur appartement, modeste mais accueillant, était un havre de paix, un refuge où les rires résonnaient librement, où chaque instant était teinté de sincérité, une vie que je n'avais pas su, ou pas pu, lui offrir de mon vivant. Je pouvais sentir cette paix, cette plénitude qui émanait d'eux, une douce mélodie pour mon âme enfin libérée. Marc, fidèle à sa nature, se rendait souvent sur ma tombe, dans un petit cimetière paisible à la périphérie de Paris. Les allées bordées d'arbres centenaires offraient un refuge contre le tumulte du monde, un lieu où le temps semblait suspendu. Il s'asseyait sur le banc de pierre, le regard perdu dans le feuillage, et me racontait la vie de notre fille, ses petites victoires, ses premiers mots, ses dessins colorés, ses questions naïves sur un monde qu'elle découvrait chaque jour. Il me parlait de ses rêves d'enfant, de ses éclats de rire qui illuminaient sa journée. Il me confiait aussi ses propres pensées, ses doutes d'homme, ses espoirs, comme s'il me gardait vivante à travers ses récits. C'était sa manière à lui de maintenir notre lien, de partager cette vie que nous aurions dû construire ensemble. Je pouvais sentir sa présence, sa force tranquille, et la sérénité que leur bonheur avait finalement apporté. Marc, en ces instants de recueillement, méditait sur le passé, sur Antoine, sur les rouages complexes qui nous avaient menés là. Il avait compris, mieux que quiconque, que la chute d'Antoine n'avait pas été due à un manque de fortune, ces millions d'euros reposaient encore dans des recoins obscurs du monde, ni par un déficit d'influence, car son réseau s'étendait tel un voile invisible sur bien des carrières. Sa véritable défaite, messieurs et dames, fut d'une toute autre nature. Elle résidait dans son incapacité funeste à voir au-delà des façades, à apprécier la dignité silencieuse d'une âme,
à reconnaître la valeur intrinsèque d'un être. Il avait jugé les êtres à l'aune de leur apparence, de leur prestige social, de leur docilité, et c'est cette arrogance, ce mépris insidieux envers celle qui fut son épouse, Claire, qui a préfiguré sa propre ruine. Et pourtant, la racine de cette trahison ne prenait pas sa source dans une quelconque faiblesse de ma part, dans un manque de beauté ou d'intelligence. Elle plongeait dans les profondeurs de son propre mal-être, dans l'écho fragile de son ego. Antoine avait un besoin insatiable d'être adulé, d'exercer un contrôle absolu sur son environnement, et toute autonomie lui était intolérable. Face à une femme comme Claire, qui, même dans son silence et sa discrétion, possédait une force intérieure, une volonté propre qu'il ne pouvait ni maîtriser ni asservir, il s'est senti menacé. C'était l'insécurité d'un homme qui, ayant besoin d'être nécessaire, s'effondre devant la puissance tranquille de l'autonomie féminine. Il cherchait à posséder, à dicter, à façonner mon existence à sa guise, et lorsque je m'y suis soustraite, il a vu cela comme une trahison intolérable. Il a trahi, non pas par force, mais par faiblesse, par cette peur panique de ne pas être le centre absolu de l'univers, de perdre cette emprise illusoire qu'il croyait détenir. Ma victoire, celle qui me fut offerte au-delà du tumulte, ne fut jamais une question de vengeance éclatante ou d'humiliation publique. Elle résida dans la préservation intacte de ma dignité. Ce départ, silencieux, sans une explication supplémentaire ni un reproche acerbe, fut l'affirmation la plus pure de mes propres valeurs. Comprendre la vérité, l'accepter, et se détacher des ombres sans s'y consumer, voilà le véritable affranchissement. Car la grandeur n'est pas de dominer, mais de se libérer. La vie n'est-elle pas un chemin où l'on trouve la plus belle liberté en étant simplement soi? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, j'apprécie toujours de lire vos réflexions. Le temps, ce grand sculpteur, avait modelé les contours de notre existence, estompant les arêtes vives de la douleur, mais laissant intacte l'essence de nos leçons. Des années avaient passé depuis la disparition d'Antoine, depuis l'éclat de cette vérité crue qui avait secoué Paris. Marc et notre fille, notre belle petite fille, avaient construit une vie, une existence simple, emplie d'amour et de paix, loin des fastes trompeurs du passé, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Elle avait grandi, notre enfant, dans la tendresse et la vérité, sous le regard bienveillant d'un père qui avait tout sacrifié pour elle. Son enfance n'avait pas été marquée par le luxe ostentatoire ou les ombres du secret, mais par la chaleur d'un foyer où l'amour était la seule monnaie d'échange, un contraste saisissant avec la froideur des palais où Antoine aimait évoluer. Leur appartement, modeste mais accueillant, était un havre de paix, un refuge où les rires résonnaient librement, où chaque instant était teinté de sincérité, une vie que je n'avais pas su, ou pas pu, lui offrir de mon vivant. Je pouvais sentir cette paix, cette plénitude qui émanait d'eux, une douce mélodie pour mon âme enfin libérée. Marc, fidèle à sa nature, se rendait souvent sur ma tombe, dans un petit cimetière paisible à la périphérie de Paris. Les allées bordées d'arbres centenaires offraient un refuge contre le tumulte du monde, un lieu où le temps semblait suspendu. Il s'asseyait sur le banc de pierre, le regard perdu dans le feuillage, et me racontait la vie de notre fille, ses petites victoires, ses premiers mots, ses dessins colorés, ses questions naïves sur un monde qu'elle découvrait chaque jour. Il me parlait de ses rêves d'enfant, de ses éclats de rire qui illuminaient sa journée. Il me confiait aussi ses propres pensées, ses doutes d'homme, ses espoirs, comme s'il me gardait vivante à travers ses récits. C'était sa manière à lui de maintenir notre lien, de partager cette vie que nous aurions dû construire ensemble. Je pouvais sentir sa présence, sa force tranquille, et la sérénité que leur bonheur avait finalement apporté. Marc, en ces instants de recueillement, méditait sur le passé, sur Antoine, sur les rouages complexes qui nous avaient menés là. Il avait compris, mieux que quiconque, que la chute d'Antoine n'avait pas été due à un manque de fortune, ces millions d'euros reposaient encore dans des recoins obscurs du monde, ni par un déficit d'influence, car son réseau s'étendait tel un voile invisible sur bien des carrières. Sa véritable défaite, messieurs et dames, fut d'une toute autre nature. Elle résidait dans son incapacité funeste à voir au-delà des façades, à apprécier la dignité silencieuse d'une âme, à reconnaître la valeur intrinsèque d'un être. Il avait jugé les êtres à l'aune de leur apparence, de leur prestige social, de leur docilité, et c'est cette arrogance,
ce mépris insidieux envers celle qui fut son épouse, Claire, qui a préfiguré sa propre ruine. Et pourtant, la racine de cette trahison ne prenait pas sa source dans une quelconque faiblesse de ma part, dans un manque de beauté ou d'intelligence. Elle plongeait dans les profondeurs de son propre mal-être, dans l'écho fragile de son ego. Antoine avait un besoin insatiable d'être adulé, d'exercer un contrôle absolu sur son environnement, et toute autonomie lui était intolérable. Face à une femme comme Claire, qui, même dans son silence et sa discrétion, possédait une force intérieure, une volonté propre qu'il ne pouvait ni maîtriser ni asservir, il s'est senti menacé. C'était l'insécurité d'un homme qui, ayant besoin d'être nécessaire, s'effondre devant la puissance tranquille de l'autonomie féminine. Il cherchait à posséder, à dicter, à façonner mon existence à sa guise, et lorsque je m'y suis soustraite, il a vu cela comme une trahison intolérable. Il a trahi, non pas par force, mais par faiblesse, par cette peur panique de ne pas être le centre absolu de l'univers, de perdre cette emprise illusoire qu'il croyait détenir. Ma victoire, celle qui me fut offerte au-delà du tumulte, ne fut jamais une question de vengeance éclatante ou d'humiliation publique. Elle résida dans la préservation intacte de ma dignité. Ce départ, silencieux, sans une explication supplémentaire ni un reproche acerbe, fut l'affirmation la plus pure de mes propres valeurs. Comprendre la vérité, l'accepter, et se détacher des ombres sans s'y consumer, voilà le véritable affranchissement. Car la grandeur n'est pas de dominer, mais de se libérer. La vie n'est-elle pas un chemin où l'on trouve la plus belle liberté en étant simplement soi? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, j'apprécie toujours de lire vos réflexions. Le temps, ce grand sculpteur, avait modelé les contours de notre existence, estompant les arêtes vives de la douleur, mais laissant intacte l'essence de nos leçons. Des années avaient passé depuis la disparition d'Antoine, depuis l'éclat de cette vérité crue qui avait secoué Paris. Marc et notre fille, notre belle petite fille, avaient construit une vie, une existence simple, emplie d'amour et de paix, loin des fastes trompeurs du passé, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Elle avait grandi, notre enfant, dans la tendresse et la vérité, sous le regard bienveillant d'un père qui avait tout sacrifié pour elle. Son enfance n'avait pas été marquée par le luxe ostentatoire ou les ombres du secret, mais par la chaleur d'un foyer où l'amour était la seule monnaie d'échange, un contraste saisissant avec la froideur des palais où Antoine aimait évoluer. Leur appartement, modeste mais accueillant, était un havre de paix, un refuge où les rires résonnaient librement, où chaque instant était teinté de sincérité, une vie que je n'avais pas su, ou pas pu, lui offrir de mon vivant. Je pouvais sentir cette paix, cette plénitude qui émanait d'eux, une douce mélodie pour mon âme enfin libérée. Marc, fidèle à sa nature, se rendait souvent sur ma tombe, dans un petit cimetière paisible à la périphérie de Paris. Les allées bordées d'arbres centenaires offraient un refuge contre le tumulte du monde, un lieu où le temps semblait suspendu. Il s'asseyait sur le banc de pierre, le regard perdu dans le feuillage, et me racontait la vie de notre fille, ses petites victoires, ses premiers mots, ses dessins colorés, ses questions naïves sur un monde qu'elle découvrait chaque jour. Il me parlait de ses rêves d'enfant, de ses éclats de rire qui illuminaient sa journée. Il me confiait aussi ses propres pensées, ses doutes d'homme, ses espoirs, comme s'il me gardait vivante à travers ses récits. C'était sa manière à lui de maintenir notre lien, de partager cette vie que nous aurions dû construire ensemble. Je pouvais sentir sa présence, sa force tranquille, et la sérénité que leur bonheur avait finalement apporté. Marc, en ces instants de recueillement, méditait sur le passé, sur Antoine, sur les rouages complexes qui nous avaient menés là. Il avait compris, mieux que quiconque, que la chute d'Antoine n'avait pas été due à un manque de fortune, ces millions d'euros reposaient encore dans des recoins obscurs du monde, ni par un déficit d'influence, car son réseau s'étendait tel un voile invisible sur bien des carrières. Sa véritable défaite, messieurs et dames, fut d'une toute autre nature. Elle résidait dans son incapacité funeste à voir au-delà des façades, à apprécier la dignité silencieuse d'une âme, à reconnaître la valeur intrinsèque d'un être. Il avait jugé les êtres à l'aune de leur apparence, de leur prestige social, de leur docilité, et c'est cette arrogance, ce mépris insidieux envers celle qui fut son épouse, Claire, qui a préfiguré sa propre ruine. Et pourtant,
la racine de cette trahison ne prenait pas sa source dans une quelconque faiblesse de ma part, dans un manque de beauté ou d'intelligence. Elle plongeait dans les profondeurs de son propre mal-être, dans l'écho fragile de son ego. Antoine avait un besoin insatiable d'être adulé, d'exercer un contrôle absolu sur son environnement, et toute autonomie lui était intolérable. Face à une femme comme Claire, qui, même dans son silence et sa discrétion, possédait une force intérieure, une volonté propre qu'il ne pouvait ni maîtriser ni asservir, il s'est senti menacé. C'était l'insécurité d'un homme qui, ayant besoin d'être nécessaire, s'effondre devant la puissance tranquille de l'autonomie féminine. Il cherchait à posséder, à dicter, à façonner mon existence à sa guise, et lorsque je m'y suis soustraite, il a vu cela comme une trahison intolérable. Il a trahi, non pas par force, mais par faiblesse, par cette peur panique de ne pas être le centre absolu de l'univers, de perdre cette emprise illusoire qu'il croyait détenir. Ma victoire, celle qui me fut offerte au-delà du tumulte, ne fut jamais une question de vengeance éclatante ou d'humiliation publique. Elle résida dans la préservation intacte de ma dignité. Ce départ, silencieux, sans une explication supplémentaire ni un reproche acerbe, fut l'affirmation la plus pure de mes propres valeurs. Comprendre la vérité, l'accepter, et se détacher des ombres sans s'y consumer, voilà le véritable affranchissement. Car la grandeur n'est pas de dominer, mais de se libérer. La vie n'est-elle pas un chemin où l'on trouve la plus belle liberté en étant simplement soi? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, j'apprécie toujours de lire vos réflexions. L'histoire de Claire s'achève ici. Que pensez-vous de la décision de Claire? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un que vous pensez qu'elle émouvra aussi, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Rendez-vous dans la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui détiendrez la clé d'un nouveau mystère. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.